La veste en cuir, le regard inquiétant, c'est ce qu'on retient aujourd'hui quand on parle de Faites entrer l'accusé. Mais ce qui rend cette émission de faits divers unique, c'est la variété de ses intervenants et de ses intervenantes. Ils et elles sont tous et toutes au rendez-vous, charmés, convaincus ou amadoués par le sérieux de l'émission. En premier lieu, les faits diversiers et faits diversières, dont Patricia Touranchot. Quand Faites entrer l'accusé me contacte, moi je dis tout de suite oui, parce que c'était une émission d'excellente qualité. Moi, on a dû me contacter à la 3e ou 4e saison, donc déjà Faites entrer l'accusé était installé dans le paysage audiovisuel français. Et moi-même, j'avais regardé toutes les premières émissions. Et à cette époque-là, cette émission avait une bonne réputation. Moi, je l'avais regardée. J'étais hyper partante pour participer. Regardez ce visage. Il a fait la une des journaux. C'est le visage de Florence Ray. Et lui, c'est Audrey Maupin, son petit ami. Un beau couple, non? On les a appelés les tueurs de flics. Les tueurs nés, car à eux deux, un soir d'octobre 94, au cours d'une folle course-poursuite, ils ont tué 4 personnes, dont 3 policiers. Je crois que la première fois que j'ai participé à Faites entrer l'accusé, c'était pour Florence Ray. Ça s'était passé en 1994, en octobre, et cette jeune fille de 19 ans, avec son copain de 22 ans, était partie braquer des armes de gardien de la paix, en fait, dans une préfourrière à Pantin. Lui, il m'a mis le pistolet ici, sur la tempe, il m'a dit « Vas-y, roule ». Folie que l'équipe est meurtrière des 2 jeunes cinglés qui ont tué 3 policiers et un chauffeur de taxi. C'était fait pour tuer du flic. C'est tout de suite un événement national. C'est terrible de voir ces jeunes gardiens de la paix en tenue d'uniforme sous une bâche. Elle a probablement tué des hommes, des policiers. Quand j'ai vu sa photo, je me suis dit c'est pas possible. C'est parce qu'elle faisait petite fille, fragile. Ne faites pas payer à Florence ce qu'Audrey a fait. Faites entrer l'accusé, je sais plus si c'était un réalisateur ou une réalisatrice, m'a appelé. Parce que il faut comprendre que dans cette émission, la vitrine, évidemment, comme un peu un show à l'américaine, c'est Christophe Ondelat. Il est le narrateur de l'histoire. Et Dominique Rizet et son alter ego, mais pour faire des points un petit peu techniques, juridiques. Mais derrière, il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui ont fait tout le travail. C'est-à-dire qui se sont procurés le dossier, qui ont travaillé pendant 4 mois, qui ont épluché absolument toute la procédure, qui ont contacté les témoins, les protagonistes, et qui d'ailleurs font le montage et font les textes pour Christophe Ondelat et préparent même les questions à poser aux interviewés. Et donc moi, à chaque fois que j'ai participé à Faites entrer l'accusé, donc 8 ou 10 fois, je n'arrive plus à retrouver vraiment, à chaque fois, c'était le réalisateur ou la réalisatrice qui me contactait. La plupart du temps, ce sont eux qui m'interviewaient. Et une fois seulement, j'étais en plateau, je crois une fois, pour le Gang des Postiches avec Christophe Ondelat. Qu'est-ce qu'ils en font alors de l'argent pendant toutes ces années? Il y a une sorte de rythme, on fait des casses et ensuite on dépense l'argent. Et puis on vient faire des casses, c'est ça? Voilà. En fait, ils groupent les casses, ils font des campagnes. Ils appellent ça des campagnes de braquage. Donc ils en font 5 ou 6 d'affilée et ils se font oublier. Ils partent au bout du monde parce que les postiches, c'est aussi, eux, ils se considèrent un peu comme des aventuriers. Quand Faites entrer l'accusé me contacte pour une affaire, très souvent l'affaire est ancienne. Dans ce cas, je révise, je reprends mon dossier, je reprends tous mes papiers, je prends des notes et je sais que Faites entrer l'accusé est exigeant. Ils sont très exigeants sur la chronologie aussi des faits. Moi, je me reprends toutes mes dates, toutes les anecdotes, tous les trucs qui me sont arrivés par rapport à cette affaire. Et pour une interview qui dure 2 ou 3 heures, à l'aise. Ça n'est qu'au bout de Christophe Ondelat. 3 ans, 4 ans, que ponctuellement, alors sur les vieilles affaires, souvent les flics sont partis à la retraite et les gendarmes sont partis à la retraite, donc ils sont un peu dégagés de l'obligation de demander l'autorisation. Mais
la police et la gendarmerie nous autorisent à interviewer leurs enquêteurs. Je pense que c'était en fin 2004. Celui que vous entendez, c'est Daniel Neveu. C'est un ancien inspecteur de la police judiciaire de Creil, dans le département de l'Oise. Et son flair et son talent lui ont valu de se retrouver plusieurs fois devant la caméra. Environ 1 an après le meurtre de Josette Routier, un nouveau policier débarque dans l'Oise. Il a 34 ans, il est inspecteur, il s'appelle Daniel Neveu et il est affecté à la police judiciaire de Creil. Tout le monde s'accorde à dire que l'homme est plutôt taillé pour le quai des Orfèvres à Paris, mais son esprit frondeur lui a valu cette affectation moins glorieuse, la police judiciaire de Creil. Et dès son arrivée, il hérite du dossier du tueur de l'ombre, presque comme une punition. Donc moi je dis oui, bien sûr. Pourquoi vous dites oui? Pourquoi j'ai dit oui? J'ai accepté, oui, j'ai accepté parce que c'était la première fois depuis que cette affaire en fait avait eu lieu, c'est-à-dire quand même ça faisait une trentaine d'années. Depuis les années 80, c'était rien passé d'extraordinaire, disons, au niveau médiatique. L'homme qui arrive à rassembler les éléments et à tirer une logique de tout ça, c'est l'inspecteur Neveu. Oui, il fait de la police de papa, c'est-à-dire qu'il fait des petites fiches, il sort tous les dossiers qui ont été entassés un peu partout, à Versailles, à Creil, enfin dans différents services, les gendarmes, parce que là aussi la guerre des polices à cette époque-là c'était pas mal. Bon, et il fait ces petites fiches, il lit tout, il fait tout lire par les gars qui travaillent avec lui. Il fait l'inspecteur Neveu ce qu'on a appelé après, mais longtemps après, du profilage. C'est-à-dire qu'il applique la technique de travail sur les tueurs en série. Oui, il fait du profilage avant l'heure, mais surtout, c'est que c'est un excellent flic, quoi. L'avantage avec Agnès Grossman, c'est qu'elle connaissait bien le dossier. Agnès Grossman, c'est la journaliste qui réalise l'émission. Ce qui est finalement assez rare, parce que j'ai fait quelques émissions depuis aussi avec M. Pradel, par exemple, sur RTL ou sur Europe 1. Et il y a souvent des invités qui connaissent mal l'affaire. À partir de la 6e, 7e année, la justice s'autorise. Parce que là, en vérité, les juges d'instruction n'avaient d'autorisation à demander à personne, mais ils se sont autorisés eux-mêmes à aller raconter leur instruction. On a gagné ça parce que, en fait, les gens du métier de justice, etc., regardaient l'émission. Ils ont bien vu qu'on se tenait, qu'on était fidèle à la vérité judiciaire, parce que eux, c'est procureur, juge d'instruction, président de cour d'assises. Pour eux, c'est la clé de tout. Du côté des magistrats, ça a été plus compliqué. Mais on va dire que voilà, on a commencé par avoir des rapports avec eux en off. Lui, c'est Christian Huleux, le rédacteur en chef historique de Faites entrer l'accusé. En les appelant, en disant « Écoutez, c'est important, même si vous ne voulez pas apparaître dans l'émission, c'est important qu'on puisse discuter, c'est important qu'on se rencontre, c'est important qu'on puisse avoir au dossier d'instruction. On n'a pas envie de raconter de bêtises. » Donc, on les a apprivoisés comme ça, petit à petit. Parmi ceux qui sont tombés sous le charme, il y a Pascal Garbarini. Le pénaliste corse a défendu plusieurs accusés qui ont intéressé ces faits-là, comme Yvan Colonna. Il y a un temps de parole qui est très très important, et donc vous savez que ce temps de parole, a priori, il est presque identique à votre interview. C'est-à-dire que si vous savez manier justement l'interview, ce format, vous savez que les idées fortes que vous voulez faire passer, donner, elles seront reprises. Donc, c'est un format justement qui est séduisant et qui est assez intéressant, voilà, pour la défense. Claude Érignac, le préfet de Corse, quitte le palais Lantivy, la préfecture de région. Ce soir-là, il a rendez-vous avec Beethoven et sa symphonie héroïque, Schubert, pour une symphonie inachevée. Il dépose son épouse devant le Callisté, la salle de spectacle de l'avenue Colonna d'Ornano, et s'en va chercher une place. Sa voiture garée, il remonte à pied la petite avenue qui mène au théâtre.
c'est à 21h15 que Claude Érignac a trouvé la mort. Le préfet de la région Corse a été assassiné devant le complexe de loisirs du Callisté, en plein centre d'Ajaccio. Dans l'affaire Colonna, on ne va pas se contenter de dire est-ce que c'est le tireur. Si c'est ça, bien bon, ça vaut pas 1h30 d'émission. Bon, voilà. Si de dire c'est un nationaliste corse, oui, ok, oui, il est berger aussi, très bien. Donc c'est aussi une émission qui aujourd'hui se fait rare parce que c'est une émission intelligente, à la fois pour les gens intelligents et également qui rend intelligent. Parce que vous avez une bonne synthèse de l'affaire. 15 mois après la mort de Claude Érignac, la police y voit désormais plus clair. Elle a obtenu par ailleurs le nom de ceux qui seraient les commanditaires des enseignants de la cellule du Nord. Et elle tient maintenant les noms de ceux qui auraient assassiné le préfet, ainsi que leurs complices. Alain Ferrandi, le chef du commando, Pierre Alessandri, Marcel Istria, Didier Maranelli, José Versini et un certain Martin. Quant au tireur X2, il s'agirait d'Ivan Colonna. Est-ce qu'on remet la robe lorsque on est face à une caméra et en particulier dans Faites entrer l'accusé? Oui, quelque part. Oui, quelque part, parce que, bien évidemment, les arguments que l'on sait forts, eh bien, on va les dire, bien évidemment, avec la conviction qui est la nôtre, qui a été travaillée et qui se veut va tout emporter, bien évidemment. Ensuite, non, parce qu'on reste quand même face à... On n'est pas dans une situation. Dans mon cas, d'abord, j'ai besoin d'avoir la robe pour plaider. Ça me permet d'être un autre. Moi, j'ai toujours dit qu'un avocat, c'est quelqu'un de schizophrène. Donc, on a besoin... Moi, je serai avocat aux États-Unis, où il plaide donc en costume de ville. J'aurais du mal à faire ce que je fais en étant avocat français. Parce que la robe me permet d'être un autre. Je me permets des choses que je ne ferais pas si j'étais en civil. Parce que mon éducation, ma retenue, mes sentiments font que la pudeur qui m'habite, eh bien, elle disparaît lorsque je mets la robe. Ivan Colonna, Marcel Barbeau, mais aussi Francis Holm, Jean-Claude Roman ou Marc Dutroux. N'importe quelle affaire ne fait pas un épisode de Faites entrer l'accusé. Pour quand même faire une histoire de Faites entrer, il faut quand même qu'il y ait des rebondissements. Il faut quand même que les personnalités, que ce soit de l'accusé ou de la victime, soient intéressantes. Frédéric Lantieri, la présentatrice de l'émission entre 2011 et début 2020. En plus, les nouvelles techniques ont fait que souvent les résolutions d'affaires sont beaucoup plus rapides. Donc il faut vraiment... mais alors, en même temps, elles sont plus rapides, en même temps, les gens s'adaptent. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez marrant, c'est une espèce de course entre les assassins, si je puis dire, et les forces de l'ordre. Enfin non, pas les forces de l'ordre, les enquêteurs, la justice, quoi, la police scientifique. Donc, quand on sait que maintenant, on a tout sur les ADN, il y en a qui vont prendre l'ADN de quelqu'un d'autre pour le mettre. Ah bah tiens, comme ça on va prendre quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, donc quand même tout le monde s'adapte. Tout le monde a vu des séries télé, voilà. Donc il faut quand même qu'il y ait des rebondissements. Il faut que ça raconte quelque chose d'intéressant, quand même, sur nous, sur nos passions, voilà. Il y a quelquefois des gens qui font preuve d'une intelligence machiavélique incroyable. Il y a des enquêteurs qui font preuve d'une intelligence extraordinaire. Enfin voilà, c'est tout ça ce que ça raconte. Il n'y a pas de recette. Je me souviens, il y a un directeur d'une chaîne concurrente qui voulait démarquer le produit, qui m'avait demandé avec une grande naïveté, c'est quoi la recette d'un bon Faites entrer l'accusé. Et à l'époque, je lui avais dit, il faut peut-être qu'il faut du sang, du sperme et des larmes. Et en fait, c'est Christian Gerin. Je lui avais dit ça un petit peu pour moquer de lui, parce que c'est pas ça. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas besoin de mettre des ingrédients. Il y a des caractères, il y a des affaires qui tiennent plus
par l'aspect l'enquête, la durée de l'enquête, la difficulté de l'enquête, les fausses pistes, les rebondissements. Il y a des affaires qui ont duré comme ça 15 ans, 20 ans. Et puis il y a des affaires qui tiennent plus sur un drame psychologique, voire sur un dérèglement psychiatrique. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'unité dans les choix des affaires. Est-ce que le choix des affaires évolue avec le temps? On travaille plus par élimination. Je dirais qu'il y a des affaires... Christian Huleux. Je dis non, on va pas les faire parce qu'elles sont trop sordides ou elles ne disent rien sur le fonctionnement de la justice. Pourquoi au début vous choisissez, je sais que ça a évolué et qu'il n'y a pas eu que ça, mais pourquoi on parle entre guillemets principalement de crimes de sang? C'était un principe, il fallait rester dans le fait div stricto sensus et ne pas s'en écarter. On s'en est écarté parfois quand on a fait par exemple la French Connection, quand on a fait le gang des postiches. Et bizarrement, ça marchait toujours moins bien. Je pense que les gens, les téléspectateurs friands de faits divers aiment cette idée que... C'est-à-dire que les gens comme les postiches sont des gens extraordinaires, sont des gens hors du commun. Le fait divers de sang, la famille Villemain sont des gens tout à fait ordinaires. La bascule. Le passage à l'acte. Les gens ordinaires qui frappent ou sont frappés par le drame. C'est ça qui fascine les journalistes faits diversiers ou faits diversières qui décortiquent ces affaires. Au début, les faits divers, ils me tombent dessus. Patricia Touranchot. C'est-à-dire que c'est par hasard que l'IB va m'envoyer un reportage sur plusieurs faits divers. Et ça se passe bien, et petit à petit, je me passionne pour les faits divers, parce que ce sont des histoires de gens incroyables, enfin souvent des personnes assez ordinaires, à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire, et c'est une matière profondément humaine. C'est-à-dire que à tous les moments, que ce soit du côté des victimes ou du côté des criminels, de chercher à comprendre la bascule, comment ce type a pu en arriver à tuer ou à violer quelqu'un, c'est assez passionnant. Ce sont vraiment des questions existentielles et donc c'est une matière très riche en termes d'humanité. Dans toutes les affaires, ça résonne chez chacun d'entre nous. Ça réveille aussi des questions sur le mal, sur les pulsions, sur les fantasmes, parce que chacun d'entre nous a des fantasmes qu'il ne met jamais à exécution. Sauf que les criminels, les violeurs, eux, les mettent à exécution. Et donc, ça pose des questions aux gens. Je vois pas comment on peut pas trouver ça passionnant. Frédéric Lantieri. C'est comme une tragédie grecque, c'est toutes les tragédies humaines, ça raconte nos passions, ça raconte comment on les résout, comment on les résout pas, comment on fait front face à l'adversité aussi, comment les victimes s'en remettent ou s'en remettent pas. Enfin, je veux dire, ça raconte tellement de choses de la vie que c'est tout à fait passionnant, quoi. Mais il faut élever un peu le débat, c'est-à-dire que si on est juste au niveau de il lui a planté 3 couteaux et puis je sais pas quoi, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est toutes les leçons qu'on peut en tirer sur l'humanité, sur ce qu'on est, vous et moi. Mais il y a plein de sortes d'affaires qui m'ont marqué. Par exemple, les victimes. Il y a des victimes que j'ai trouvées admirables. Il y a des victimes, le combat de certaines victimes m'a complètement stupéfaite. Il y a des gens que j'ai trouvés mais vraiment merveilleux, quoi. Il y a des fois où l'absurdité de la vie, la douleur est terrible. Je pense à... Je me souviens ce petit monsieur... L'affaire Nolibé, ça vous dit rien, mais ça se passe à Clairac et c'est une jeune fille qui meurt devant le portail de son père, qui est un petit jardinier, je crois qu'il était jardinier, enfin bref.
Et il sait pas, c'est un monsieur, il sait pas quoi faire, quoi. Il se précipite, il sait même plus faire le numéro du gendarme, des rien. Il va toquer chez le voisin. Donc voilà. Et puis après, comme on comprend pas pourquoi sa fille, en fait, elle est presque attachée par un lien, par une espèce de cravate au portail. Et puis lui, il a pris sa fille dans ses bras, il a fait quelque chose, donc il est plein de sang. Et puis comme on comprend rien, et bon, on dit bah c'est lui, quoi. Et il dit, mais enfin, c'est pas possible. Et puis, cet homme-là, quand il est mis en garde à vue, et qu'on est dans le transport des gendarmes, il parle, mais avec ses mots, c'est un homme très simple. Et on lui dit, ah, mais toi, t'as pas pleuré. Ah, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Cet homme dévasté. Vous voyez, on attend des gens qui aient des réactions bien communes. Et si quelqu'un a une réaction à sa façon, je sais pas, il masque son chagrin ou il le fait différemment, ben ça, on le comprend plus. Donc, c'est forcément trouble. Et donc, il va être... C'est absolument atroce, cette histoire. Je me souviens parce que ça m'a vraiment... Le destin, parfois, s'acharne d'une façon épouvantable. En 1991, la cour d'assises de Nancy a condamné Mme Simone Weber à 20 ans de réclusion criminelle, coupable d'avoir tué, puis découpé en morceaux, à la meuleuse à béton, l'un de ses anciens amants, Bernard Etier. Oui. Et puis c'est un personnage... Christian Huleux. Complètement hors norme, Simone Weber. Voilà, moi je l'ai rencontré, elle m'a fait la bise, j'ai l'impression que c'était un serpent qui m'embrassait. Oh, c'est diabolique, ça n'a pas de nom, c'est diabolique, c'est le diable en personne. Aujourd'hui, Simone Weber est libre, elle prétend toujours être innocente, elle a plus que jamais des allures de gentille grand-mère, et on se demande encore et toujours comment elle a pu faire ça. Ce qui marque le plus, c'est quand on a l'assassin en face de soi. Ça n'a pas été souvent le cas, mais par exemple, ça a été le cas avec Simone Weber. Simone Weber, avez-vous tué votre ancien amant, Bernard Etier? Je n'ai pas tué cet homme-là. Et pourquoi? Moi, je suis d'ailleurs toujours persuadée qu'il est vivant. Je suis innocente. Oui. Pourquoi est-ce que je l'aurais tué? Il y a zéro doute sur le fait que Simone Weber est dans le déni de son crime depuis le début, et c'est sa posture encore aujourd'hui, elle n'en changera jamais. Mais il y a zéro doute sur le fait qu'elle est la meurtrière. Et on l'a en face de soi. Et c'est un personnage extraordinaire, malgré tout. Une des plus grandes interrogations du crime, cette femme nous ressemble, elle ressemble à une mamie sympathique, et très attachante, et voilà, elle a tué un homme, elle l'a découpé en morceaux, et on a du mal à le concevoir. Et voilà, c'est forcément ce genre dans ce genre d'histoire, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé 3, 4 ou 5 fois d'avoir l'assassin, parce qu'il est sorti de prison, ou le violeur, quand il est sorti de prison, en face de moi. Et ça, quand même, c'est sacrément intéressant. Et c'est ça qui passionne les fans. Un monsieur ou une madame tout-le-monde qui se retrouve sur le devant de la scène, souvent pour le pire. Chacun a son épisode favori, le crime qui le ou la stupéfait le plus, le drame qui le ou la subjugue. Ce rendez-vous du dimanche soir, on l'attend, on le craint, on se demande quel avocat va convaincre, quelle peine va être prononcée, dans quel patelin ou quelle métropole Fela va nous emmener. Dans le prochain épisode de cette série, on vous raconte ce que l'émission représente pour tous ceux et toutes celles qui font son succès.